Vostra. Il y a quand même des différences au sein de la pub, c'est-à-dire que la publicité, c'est vraiment la publicité en ligne, numérique, qui tire un petit peu le marché de la pub, au détriment de la publicité papier. On attend quand même un léger ralentissement, a priori, au deuxième semestre. Et pour faire un focus un petit peu sur le marché français, puisqu'il y a une autre étude faite par le syndicat des régies Internet, le SRI, qui a publié son bilan. Eux, ils annoncent un chiffre d'affaires, des investissements publicitaires numériques en France en hausse de 19%. Là aussi, une croissance prévue pour le deuxième semestre qui va se tasser un petit peu de l'ordre de 9 à 10%. Mais ils annoncent et ils estiment quand même une publicité numérique en France en hausse de 14% sur l'ensemble de l'année. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Aujourd'hui, une pastille actu avec Jean-Michel Demarchi. Jean-Michel, bonjour. Bonjour François. Jean-Michel, qui est presque un chroniqueur régulier. Je crois que ça doit être la troisième fois qu'on le fait ensemble. Je rappelle, tu es rédacteur en chef de Mind Media. Ouais. Voilà, donc je suis ravi de te retrouver à chaque fois avec tes analyses qui sont plutôt fines et pertinentes. J'ai déjà eu des très bons échos d'ailleurs, donc je te le refais. Et donc merci d'avoir accepté cette invitation pour cette pastille de l'été. Merci à toi pour ton invitation. Je t'en prie. Donc dans les sujets que j'ai repérés et que je t'ai partagés et qui faisaient un peu voilà, sur lesquels il y avait des choses à dire dans les médias. Vous savez, la pastille actu, c'est pas que des actus très chaudes, mais c'est aussi des choses qui peuvent avoir un peu d'impact dans le marché des médias. On va parler aujourd'hui d'abonnement, on va parler d'agences de presse avec Reuters, on va parler de Facebook, de publicité et puis aussi sur notre alors pas légère, mais un peu d'actualité sur les Uber Files. Vous avez dû en entendre parler sur un petit scandale Istrat, un moment de la presse française qui inconsciemment ou consciemment a joué un peu le jeu de Uber dans la propagation de fausses informations. On en parlera en fin de cette pastille. Pour commencer, une news j'ai vu passer sur le Nieman Lab qui vient en fait d'une étude de Piano. Alors Piano, pour ceux qui ne connaissent pas, on en parle depuis quelques années en France et c'est une société qui développe les paywalls. On en a pas mal parlé parce qu'ils ont racheté AT Internet. AT Internet, exactement, qui est une solution de mesure pas mal utilisée dans les médias. Et donc voilà, donc ils ont fait un peu de data crunching et donc sorti des études. Et la news qui m'a interpellé, c'est 33% des nouveaux inscrits à un service, à un média d'information se désinscrivent dans la journée. Donc, c'est quelqu'un s'inscrit à un média et il y en a 1 sur 3 qui, dans la journée, se désinscrit. Ça te paraît beaucoup? T'étais étonné aussi en voyant cette news? Très étonné. C'est impressionnant, effectivement, comme chiffre. Alors, Piano, c'est une société, effectivement, référente, qui est sérieuse, qui travaille avec beaucoup d'éditeurs, des éditeurs importants et moins importants sur différents thèmes et positionnements à l'étranger et en France. Mais effectivement, 33% de désabonnement dès la première journée, c'est assez interpellant pour les médias d'information et leur stratégie d'abonnement en ligne. Alors, ils se désabonnent aussi souvent parce que l'abonné veut lire un article et puis il veut surtout pas s'engager. Il a peur de s'engager sur la durée. Il se désabonne dans la foulée. Ouais. Ça peut être aussi parce que l'onboarding, la première prise de contact avec l'abonné n'a pas été bonne, voire est inexistante. Mais effectivement, ça montre en fait ce chiffre, qu'il soit plus ou moins exact, à quelques pourcentages près, ça montre quand même la difficulté pour les médias d'information, quels qu'ils soient, non seulement à recruter des abonnés, mais aussi à les fidéliser dans la durée. Et aujourd'hui, c'est la clé. C'est exactement. Et je te le disais là. J'ai vu donc un message sur LinkedIn de Marion Wies de Pool qui rappelait qu'il y avait un peu une crise de croissance dans les abonnements et que la croissance
pouvait se trouver dans le churn. Et donc là, tu vois clairement que 1 sur 3 se désabonne. C'est là, en fait, que les éditeurs doivent, en fait, avoir un gros focus sur ce churn. Parce que, effectivement, si tu te dis que parce que le mec se désabonne parce qu'en fait, il cherchait un article, bah, il faut peut-être proposer une autre formule ou autre chose, ou mieux régler. Mais il y a quand même quelque chose un peu de pas cohérent. Est-ce que quelqu'un s'abonne pour un article et se désabonne dans la foulée? Ou pire, comme tu dis, qu'en fait l'onboarding soit mauvais. Tu as vraiment intérêt à le prendre par la main. Et il y a un autre chiffre dans le même article, dans la même étude de Piano, c'est que 40% des abonnés sont des inactifs, des sleepers, comme ils disent, des dormants. Toi, tu disais des zombies, hein, c'est ça. Là, c'est pareil. Enfin, à la fois, c'est inquiétant et c'est là qu'il va falloir jouer quelque part parce que quand ils se réveillent, ces gens-là, bah, ils se disent bon, je paye depuis des mois, je me désabonne. Il y a 2 points pour lesquels effectivement la rétention des abonnés est très importante, aussi voire maintenant plus importante que le recrutement. Tu l'as dit d'abord, premièrement, c'est de plus en plus difficile de recruter de nouveaux abonnés. Ouais. Comme si on avait atteint un plafond quelque part. Exactement. Le cœur de cible, en tout cas, est atteint pour beaucoup de médias. Depuis 2018-2020, il y a une forte croissance. 2021, ça s'est un petit peu calmé. La croissance est beaucoup moins soutenue. On a même vu certains médias, grands médias, perdre des abonnés numériques en 2021. Mediapart, par exemple, a perdu 5% d'abonnés. Donc, c'est un premier signal. Et puis, donc, la croissance est plus faible un peu partout. Pour donner un chiffre, en 2021, on pouvait estimer le nombre d'abonnés numériques total en France entre 2 millions et 2,5 millions. Il y a entre 2 millions et 2,5 millions qui sont abonnés de comptes abonnés numériques à un média en France. D'accord. On estime que on peut estimer que le taux va être entre 2,5, le chiffre va être entre 2,5 et 3 millions cette année. Ouais. Donc il y a quand même ça progresse. Mais on parle de quelques pourcentages en fait. Et voilà, c'est le taux de croissance. 5%, tu vois, c'est quelque chose comme ça. Le taux de croissance, un peu plus, peut-être 10%, mais le taux de croissance diminue. Et puis surtout, ça reste concentré dans 3, 4, 5 grands médias en France pour rester sur le territoire national. Le Monde, Le Figaro, Mediapart, L'Équipe, à eux seuls concentrent peut-être 1 million, 1,5 million d'abonnés numériques. Et la presse nationale ou les médias nationaux concentrent à eux seuls 90% par exemple des abonnés numériques en France. Ouais. Donc il y a beaucoup d'inégalités, de différences. Et la clé, ça passe aussi par la rétention. Et tu l'as dit, deuxième point, les médias doivent travailler dès le premier jour, dès la première heure de souscription, la fidélisation. Donc ça passe par des process d'onboarding avec des emailing, que ce soit sur les contenus, que ce soit découvrir sur l'accueil, la richesse de l'offre, etc. Exactement. Donc ça, c'est à court terme. Et puis à moyen et long terme, effectivement, dès les premières semaines, il faut continuer, faire des pushs, des mailings. Certains médias... Il faut créer le rendez-vous, le lien. En tout cas, avec très rapidement, il faut qu'on arrive à créer un rendez-vous. Tout à fait. Faire découvrir l'offre, l'éventail des contenus, des services également autour. Et puis, ça passe aussi très vite par la qualité du contenu, évidemment, mais aussi la mise en forme autour du contenu. Offrir un bon produit, tout simplement. Un temps de chargement des pages qui soit réduit et court, un joli design, une équipe technique efficace, des développements, enfin tout ça, ça demande aussi des investissements, et en tout cas une vraie prise de conscience sur finalement l'expérience client. Ouais. Après, tu vois, les médias s'y sont mis, tous à des calendriers différents, mais il y a peut-être aussi maintenant que tu as une offre plus abondante où beaucoup de médias ont investi, tu as plus de concurrence aussi quelque part. Et c'est pas, comme tu disais, c'est pas un vivier. Exactement. Et puis au-delà des médias, concurrence entre des médias. Mais c'est ça. La concurrence pour le média, le divertissement au sens large. Ouais. Le streaming vidéo, la musique, la télévision payante également. Enfin, il y a beaucoup de concurrents sur... pour sortir du lot, et c'est un peu compliqué, ou alors il faut se diversifier. On avait parlé à ce micro de l'offre du Monde qui sortait en anglais pour essayer d'aller trouver d'autres publics. En tout cas, voilà, ça c'est quand même ce qu'on vient de dire là, ces quelques minutes, c'est un peu le cœur du sujet en ce moment dans les strates d'acquisition des médias, quoi. On atteint une espèce de
plateau, de plafond. Donc il faut aussi regarder où il y a de la croissance, et ce churn, ça doit être un des focus importants. Enfin, lutter contre la désinscription, le taux d'attrition, comme on dit en bon français, ça doit être un focus des médias. Et pour ça, un dernier point à évoquer, t'interrogeais d'ailleurs là-dessus Violette Chaumier il y a quelques semaines, qui est directrice data des Échos Le Parisien. Tout à fait. C'est le travail autour des données, c'est comprendre effectivement comment agissent, interagissent les visiteurs, les lecteurs et les abonnés ensuite sur le contenu, quelles sont leurs attentes, quelles sont les façons d'identifier les abonnés les plus à risque du désabonnement. Tout ça, il y a un vrai travail maintenant qui est engagé par les médias, par les éditeurs, pour mieux comprendre les attentes des lecteurs, des abonnés, et réagir ensuite. C'est un bon point. Et tu le dis, c'est par la data. C'est peut pas quelque chose qu'on peut sentir comme ça de manière... Il y a que la donnée qui peut vous donner, sans mauvais jeu de mots, cette information. On parlait de diversification, donc bonne transition, c'est Reuters, donc l'agence de presse, qui lance une offre experte. Donc c'est une nouvelle activité de recherche par abonnement, ils appellent ça Reuters Insight, qui s'adressera aux décideurs et experts en stratégie d'entreprise. Alors, pourquoi est-ce que ça c'est important, je l'ai sélectionné, c'est que c'est la première activité d'abonnement de Reuters qui est destinée alors j'ai mis aux particuliers, mais c'est plutôt les professionnels, ce que j'appelle moi les prosumers, les consommateurs un peu professionnels, et non pas à des entreprises. Voilà, qu'est-ce que tu trouvais ça aussi important, cette notion de diversification? Ouais, ça montre alors, il y a deux choses. D'abord, intéressant toujours pour une agence, un média comme Reuters, de pouvoir faire des synergies entre ces activités. D'après ce que j'ai cru comprendre de leur première présentation, l'idée, c'est de s'appuyer sur les contacts de professionnels obtenus, collectés dans leurs activités de conférences et de salons, pour ensuite les recontacter, les adresser avec des questionnaires, en faire des études, et à partir des résultats de ces études, en faire leur vendre des clients. Voilà, leur faire d'un benchmark, des études, des chiffres sectoriels, et ensuite le vendre ce genre de contenu, d'intelligence économique finalement, sous forme d'abonnement. $2 500 par an. $2 par an, exactement, et par secteur, puisqu'il y a plusieurs secteurs. On sent quand même que cette presse, cette intelligence économique, on en parlait un peu, mais contexte, en France, etc., cette presse-là, elle s'en sort bien, parce qu'enfin, on est sur des montants importants qui n'ont rien à voir avec le marché B2C, quelque part. Il y a un vrai marché là à prendre. Tu l'as dit, ça s'adresse aux professionnels, mais c'est finalement les entreprises qui payent. La différence, c'est que c'est pas des licences d'entreprise, c'est des licences individuelles. Ça peut être un indépendant, tu vois, voilà, versus un abonnement en agence ou qui vaut plusieurs dizaines de milliers. Tu peux pas faire ça seul. Là, tu peux prendre ton abonnement parce que tu es un indépendant et c'est sur ton secteur, quoi. C'est en ça que leur modèle et leur cible est pertinente, effectivement. L'abonnement, évidemment, va créer du revenu récurrent. Et puis, il s'adresse sur des secteurs qui sont en attente d'informations chiffrées pour le business. La première verticale qu'ils veulent lancer, ce sont l'assurance. Puis après, ils pensent déjà aux produits pharmaceutiques, à l'automobile, la durabilité qui est porteur, et puis la logistique. Donc effectivement, c'est à la fois des secteurs qui sont prêts à dépenser et à investir pour du contenu, de l'information de qualité, et sur un modèle d'abonnement. Donc c'est doublement intéressant. Ouais, donc à suivre. Ça m'a fait penser un peu à Axios Pro aussi, qui a sorti ses newsletters, vraiment tout à fait, thématique verticale, un peu incarnée. On sent quand même un peu cette tendance-là, et je trouvais ça assez intéressant. Troisième grande news sur la publicité, qui est un de tes sujets de prédilection, notamment chez Mind, vous êtes très bon là-dessus, la publicité numérique. Prévision du groupe publicitaire japonais Dentsu. Les dépenses publicitaires mondiales devraient encore augmenter en 2022 et augmenter de 8,7%, donc c'est quand même une croissance soutenue, et atteindre 738 milliards de dollars à la fin de l'année 2023. Bon, déjà, soulignons quand même 8,7% de croissance. La pub va bien en ce moment, c'est reparti. Alors, enfin, ça n'a jamais baissé totalement, mais il y a eu un peu des fois des tassements de croissance, donc là c'est bien reparti. Et point important évidemment, c'est que cette croissance, elle est tirée notamment par l'essor de la publicité digitale, qui lui affiche un taux de croissance de 14,2%, donc pour 410 milliards, donc
plus de la moitié de la pub dans le monde, c'est de la publicité digitale, donc 55% précisément, et notamment grâce à la vidéo et des formats TikTok, imités par Instagram, etc. Donc, quand tu dis en plus qu'il va y avoir des modèles qui vont se lancer, Netflix, Disney sur de la pub, tout est ouvert dans la pub? Presque. Ouais. Il y a quand même alors d'autres réseaux publicitaires concurrents de Dentsu annoncent les mêmes chiffres, donc c'est effectivement significatif. Ça confirme quand même cette croissance soutenue. Il y a quand même des différences au sein de la pub, c'est-à-dire que la publicité, c'est vraiment la publicité en ligne, numérique, qui tire un petit peu le marché de la pub au détriment de la publicité papier. Ça va crescendo, hein, la part de la pub en ligne sur la pub totale en France, en Europe, dans le monde. On attend quand même un léger ralentissement a priori au deuxième semestre du fait des incertitudes économiques, politiques, de l'inflation. Donc il y a peut-être une croissance un peu moins forte attendue au deuxième semestre. Et pour faire un focus un petit peu sur le marché français, puisqu'il y a une autre étude faite par le syndicat des régies Internet, le SRI, qui a publié son bilan du premier semestre du marché de la publicité numérique en France. Eux, ils annoncent un chiffre d'affaires, des investissements publicitaires numériques en France en hausse de 19% sur le premier semestre. D'accord. Un rattrapage avait déjà eu lieu en 2021. On en avait déjà parlé. Donc c'est vraiment une croissance qui se confirme. Là aussi, une croissance prévue pour le deuxième semestre qui va se tasser un petit peu de l'ordre de 9 à 10%. Mais ils annoncent et ils estiment quand même une publicité numérique en France en hausse de 14% sur l'ensemble de l'année 2022. Donc c'est significatif. Et là encore, quand même, si on rentre dans le détail, au sein de la pub numérique, tu l'as dit, il y a quand même des acteurs qui tirent un peu le marché comme toujours, voilà, qui vers le haut. Qui s'adjugent. Et c'est pour ça, qui vers le haut. De toute façon, on a dit, c'est évidemment les GAFAM quand même qui s'adjugent la part la plus importante du marché, comme d'habitude. Et quand même, voilà, Netflix et Disney, je l'ai parlé rapidement, mais qui vont sortir a priori des versions gratuites. Et ça rejoint aussi peut-être ce qu'on disait tout à l'heure, hein, sur la surabondance d'offres payantes. À un moment donné, je pense qu'ils sont pareils, ils sont à chercher des relais de croissance. Hein. Netflix a perdu... je sais plus, je crois qu'ils ont annoncé 1 million d'abonnés, ils ont perdu. Ils ont perdu 200 000 abonnés au premier trimestre, ils ont perdu 900 000 au deuxième trimestre. Donc c'est la première fois qu'ils annoncent des chiffres au premier semestre négatifs. En revanche, sur le deuxième semestre, les pertes de 900 000 sont moitié moins que ce qui était estimé. Prévu. Donc, ils étaient contents et je crois que c'était grâce à Stranger Things. Exactement. Les blockbusters qui tirent l'audience et les abonnements. Donc, ils sont plutôt confiants sur le deuxième semestre. Mais quand même des difficultés. Et donc, dans le modèle, cette idée de sortir un modèle gratuit avec de la pub, ce qui va être bon pour le marché parce que c'est-à-dire des nouveaux inventaires, c'est sur la vidéo, etc. Bon pour le marché, peut-être pas pour d'autres acteurs. Ça va être intéressant de voir au deuxième semestre justement ces offres numériques, de publicité, certainement vidéo, que vont mettre en place Disney et Netflix. Et puis pour faire le lien avec ce qu'on disait précédemment sur la publicité numérique, il y a des évolutions qui se dessinent malgré tout, qui sont assez structurantes. On parlait depuis 2010 jusqu'à 2020, 2021, on parlait de duopole avec Google, Facebook sur la publicité en ligne qui captait 60-70% de la publicité numérique en France et dans le monde. On a parlé de triopole avec l'arrivée d'Amazon qui arrive à faire le lien entre la publicité et le e-commerce au point de prendre des parts de marché un petit peu à Google Search. Et puis maintenant, on voit TikTok qui déboule très très fort à la fois dans les usages, les vidéos très courtes, mais à la fois aussi dans la pub. Et TikTok est en train de prendre depuis 6-8 mois des parts de marché à Facebook sur le social media. D'accord. Ça explique en partie les difficultés de Facebook et sur ses usages, mais aussi sur la publicité. Ça, c'est très intéressant à voir comment Facebook va essayer de réagir en termes d'usage et de business sur la montée en puissance de TikTok. Et puis, pareil, les cartes peuvent être rebattues avec Disney et Netflix sur la publicité vidéo. Est-ce que YouTube va réagir? Est-ce que ça va faire du mal aussi aux régies télé? Tu vois, la publicité vidéo sur l'IPTV, sur le replay, sur plein de choses. Donc pas mal de bouleversements malgré tout en termes d'acteurs, en termes de formats, de nouveaux dispositifs. Donc ça, effectivement, ça va être intéressant de
suivre ça. Et ça va être un bon lien avec la news suivante, puisqu'en fait, je crois que je l'avais mentionné à la précédente pastille, mais là, ça a été confirmé sur la fin de Facebook News, enfin, ou plutôt l'arrêt de son développement. Exactement. Voilà, il y avait des prémices il y a quelques semaines, ça a été confirmé. Et d'ailleurs, je crois que c'est parce qu'ils veulent faire un focus sur la creator economy. Ils ne croient plus dans les médias, grosso modo, et focus sur la creator economy. Est-ce que c'est un début de réponse à notre news précédente? Tout à fait. C'est exactement on change un peu ce que doit être pour être plus proche d'un TikTok en réalité. C'est ça. Parce que TikTok, c'est la creator economy, plus ou moins qualité. Ça, on peut en débattre, c'est autre chose. Mais donc, deux choses là-dedans. La fin de Facebook News et se focus sur la creator economy, ça te paraît une bonne réaction de Facebook? On verra. Alors, il y a plusieurs éléments de réponse en termes de business, en termes d'usage de contenu. Est-ce que c'est quelque chose de positif pour les médias d'information? Là, Facebook annonce quand même un vrai coup d'arrêt à sa politique de rapprochement avec les médias d'information qui avait été initiée il y a 2-3 ans. Ouais. Ils avaient annoncé 850 millions d'euros, 1 milliard de dollars d'investissement en faveur du développement des médias et du journalisme dans le monde en 3 ans. Là, c'est un vrai coup d'arrêt sur cette politique. Alors, eux disent qu'effectivement, les médias, le contenu d'information génère très peu de clics de la part des utilisateurs sur la plateforme. C'est voilà. Peu d'interaction, un peu anxiogène. Il faut payer en plus. Facebook News, c'est plusieurs dizaines de médias dans chaque pays qui sont sélectionnés et rémunérés sur des contrats de 3 ans. Ouais. Donc, ils avaient ouvert Facebook News aux États-Unis à l'automne 2019. Les contrats vont s'arrêter là à l'automne. Ils seront pas reconduits. Quoi. Facebook News va perdurer pour les médias partenaires qui le souhaitent, mais ils ne seront plus rémunérés. Donc même topo en Allemagne et aux États-Unis en 2024, et en France, les contrats avaient été signés il y a très peu de temps. C'était au printemps dernier. Donc ils vont arriver à échéance dans 3 ans. Facebook a annoncé vouloir les respecter, évidemment. Ils ont intérêt, un contrat c'est un contrat. Voilà. Il faut payer. Mais le produit ne sera plus développé, comme tu l'as souligné. Ouais. Et puis on peut raisonnablement penser que dans 3 ans, Facebook News va plus ou moins péricliter. Oui, en tout cas, il sera plus dans le feed. C'est clairement un shift sur autre chose, quoi. C'est intéressant pour revenir sur ta première question sur ce que va devenir Meta, Facebook. On a vu le groupe vouloir investir énormément et communiquer sur le métaverse. Donc placer aussi là l'utilisateur au centre davantage de son produit. Et puis là, ils ont fait référence publiquement à TikTok et à la volonté de s'adapter davantage à ce qui intéresse, à ce qui plaît et à ce que font les internautes en ligne, et d'où la référence à TikTok qui explose, avec des vidéos très courtes, sociales, engageantes. Mais c'est quand même terrible en fait, ils sont quand même toujours dans c'est comme s'ils n'innovaient plus, ils sont toujours dans une espèce de rattrapage. Ils ont tendance à copier, t'as raison, depuis quelques années, ça a été Snap. Ils voulaient racheter Snap, donc ils ont rebasculé Instagram pour ressembler à Snap, là Instagram pour ressembler à TikTok, là ils rechangent, vu de l'extérieur, je suis pas un spécialiste du sujet, mais il y a quand même à côté, on est en manque d'inspiration et on suit un peu ce qui se fait et de plus en plus je vite. pense que ça va être dur. Je pense que ça va être très compliqué pour eux. Alors après, attention, ça reste des énormes machines à cash. Je suis pas inquiet pour eux financièrement, mais voilà, c'est pas bon pour les médias et ça montre pas une grande innovation du côté de Facebook. Voilà ce que j'avais comme news, peut-être, la dernière, parce que j'en parlais tout à l'heure, en plus le scandale sur Istrat. Donc voilà, il y a eu l'affaire des Uber Files, on le sait, en fait, donc je crois que c'est mondial, hein. C'est un de leurs anciens, je sais plus quel était son rôle précisément, mais voilà, c'est quelqu'un... Directeur du lobbying. Directeur du lobbying, exactement, qui a sorti pas mal de papiers. Ce qui nous intéresse là-dedans, donc c'est un article qui est sorti dans Pixel sur Le Monde, c'est que donc ils ont fait appel à une société qui s'appelle Istrat, qui a donc fait publier pour le compte du groupe Uber 19 articles sur 13 sites d'information différents
allant de Challenge aux Échos, en passant par Mediapart, tout le journal du net, pour voilà un peu casser du sucre sur sur les taxis traditionnels, mettre en avant ce système un peu de VTC, etc. Et voilà, donc un moment un peu gênant pour la presse française, etc. Où tu te dis comment c'est possible que ce genre d'article puisse sortir, que du lobbying comme ça puisse avoir une tribune. Est-ce que tu es étonné de ça? Est-ce que c'est une anecdote? Je suis étonné de l'ampleur du dispositif, et de la stratégie vraiment tentaculaire de cette société, Istrat, qui est un acteur français de la réputation. La e-réputation, en revanche, c'est pas nouveau, ça a quasiment toujours existé en ligne. Après, où est la frontière entre la e-réputation d'un acteur, d'une société, d'une institution, avec des stratégies de fausses informations, de manipulation, de mensonges, etc. La frontière est parfois assez mince et elle a tendance de plus en plus à être franchie parce que les intérêts sont importants et parce qu'il y a beaucoup de laisser-aller aussi sur le numérique, avec les réseaux sociaux qui laissent, qui sont des caisses de résonance incroyables. On a peut-être eu tendance aussi à penser que, de manière un peu utopiste, on est revenu dessus, mais que le web 2.0, le web participatif, était forcément quelque chose de positif pour le contenu et pour l'information dans les grandes lignes. On s'est rendu compte ces dernières années que pas forcément, qu'il y avait quand même de plus en plus d'intérêts économiques, culturels, mais aussi des fausses informations et plein de manipulations comme ça. Moi, ce que quand même, malgré tout, j'ai envie de pointer la responsabilité de certains médias aussi. Depuis une dizaine d'années, la plupart des médias ont progressivement arrêté leur plateforme de blog qui était à l'époque très 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 utilisée, très déployée, justement pour faire le lien avec le lecteur. Ça pouvait avoir un intérêt, vraiment. Mais ça a été fermé, ça a été stoppé parce que c'était trop chronophage, trop gourmand en ressources et que ça n'apportait au final trop rarement d'intérêt et de édito, contenu. Voilà, donc ça a été stoppé. Également pour les commentaires en ligne qui ont été progressivement fermés ou et ça, je le réduits. regrette d'ailleurs. Enfin, on pourrait en parler dans un autre épisode, mais les commentaires pour moi apportent quand même quelque chose. Alors c'est pareil, ça prend du temps, c'est chronophage, t'as 90% de déchets ou de choses qui ne t'apprend rien, mais je trouve toujours dommage que tu puisses pas réagir à un article. Alors, on le peut encore sur certains médias, mais il faut être inscrit, abonné. Voire abonné, souvent. Sur le... et puis, avec des outils de modération qui sont ce qu'ils sont, ils sont pas parfaits, et des équipes derrière qui font un petit peu la police. Mais quand on a, comme Le Figaro, Le Monde ou d'autres, quand on fait open bar et qu'on a des dizaines de milliers de commentaires par jour à modérer, c'est la même problématique que les réseaux sociaux actuellement. C'est très, très compliqué, en fait, techniquement. C'est pas possible de tout. Les subtilités de la langue sont ce qu'elles sont. C'est pas possible de tout modérer parfaitement, même si parfois de manière automatique en tout cas. Et puis les équipes derrière, ça demande quand même des vraies ressources que les éditeurs n'ont pas ou sur lesquelles ils n'ont pas voulu investir. Au-delà de ça, malgré tout, là, ce que j'ai du mal à comprendre, comment encore certains médias français dont il est question laissent des plateformes de blog en libre accès, sans contrôle a priori. Puisque là, on parle même d'articles avec des identités entièrement inventées, des gens qui n'existent pas, quoi. Donc, exactement, on peut dire tout et n'importe quoi. Toi, François, tu peux ouvrir une plateforme sur certains médias et raconter un petit peu ce que tu veux dessus. Et puis, et donc être associé indirectement à cette marque. T'as une espèce quand même d'endorsement, tu vois, de caution quand tu fais ça sur une plateforme. On a beau dire, on a beau faire des chartes, mettre des messages d'alerte avec des précautions. Quand un acteur, une société, un média offre une URL, sa plateforme, son URL, il donne caution malgré tout, qu'il le veuille ou pas, dans l'esprit de l'internaute. Ouais, non, c'est clair. Surtout que ça se partage avec, encore une fois, l'URL, le logo, etc. Donc, tu le dis, dans l'esprit de l'internaute, ça a été publié sur... Dans les débats autour, dans le contexte qu'on a aujourd'hui sur... on sait que l'information en ligne, elle est manipulable, que de plus en plus d'intérêts économiques, privés, publics, institutionnels, voire d'autres régimes veulent s'immiscer dans les débats, veulent manipuler l'information. On sait que les réseaux sociaux représentent vraiment une caisse de résonance incroyable. Et en plus, d'un côté de ça, la confiance dans les médias est déjà faible. Et moi, j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi il n'y a pas plus de vigilance, plus d'efforts qui sont faits
a priori et donc de contrôler les contenus avant la publication. Écoute, on verra si ça a un peu de résonance. C'est sorti sur Le Monde quand même. On verra si ça change un petit peu. Effectivement, je pense que ça crée un petit peu d'inventaire, donc ça fait un peu de pub, mais je pense que le jeu en vaut pas la chandelle, tu l'as dit, en termes de réputation. Est-ce que ça sera le coup de grâce de ces plateformes de blog? En tout cas, c'était plus la petite news anecdote sortie sur Pixel Le Monde. On est au bout de cette pastille actuelle. Est-ce que tu avais autre chose que tu voulais voir? Non. A priori, non, c'est bon. Non, un petit message pour nos auditeurs. C'est toujours un plaisir, François, d'être accueilli dans ton émission, très intéressante. Et puis pour les lecteurs, ne pas hésiter à s'abonner aux médias d'information en ligne. C'est quelque chose d'important, et pour les médias, mais aussi pour le débat citoyen. Exactement. Pour le débat public. Je pense qu'en France, quand même, ou même à l'étranger, on a le choix entre plein de médias différents. On n'est pas trop mal lotis, même si j'ai souvent des différents. On peut critiquer 1, 2 papiers, 3 papiers, mais il y a toujours des informations significatives, intéressantes, qui servent à quelque chose. Et c'est important de soutenir les médias d'information. C'est pas très cher en plus de s'abonner à des versions numériques. Non. Et pour les vrais passionnés de médias, il y a Mind Media, où il ne faut pas hésiter non plus à s'abonner. C'est un peu plus cher, mais c'est un peu plus cher, mais on revient dans ces trucs comme tout à l'heure Reuters. On est sur de la formation un peu aussi exclusive, très, très professionnelle. Donc, Mind Media. Merci beaucoup, Jean-Michel, pour ta participation. Et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette pastille actu jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.